Bienvenue à toi dans le dernier chapitre de la série T'améliorer les business. Ce chapitre étant dédié à l'optimisation fiscale. Eh bien, j'ai décidé d'inaugurer ça avec une vidéo qui explique enfin pourquoi j'ai quitté la France, et tu verras, tu risques d'être étonné parce qu'il y a certaines raisons que tu n'as peut-être pas vu venir et que c'est pas si simple que ça en fait, de juste se dire on part, c'est parce que c'est fiscal ou quoi. Tu verras qu'il y a d'autres arguments chocs. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la petite cloche. Si tu aimes ce que je fais, c'est la meilleure façon de me dire merci. La première raison, eh bien, elle est politique. C'est-à-dire que je ne crois pas en la politique aujourd'hui française ni européenne. Enfin bref, je crois pas en tout ça. La politique professionnelle m'agace au plus haut point. Pourquoi? Parce qu'en fait, la politique professionnelle, elle est tout sauf désintéressée, elle est tout sauf au service du peuple. Elle est, de par ses fonctionnements, de par les valeurs auto-centrées, et un homme politique est avant tout un homme qui s'intéresse à sa carrière politique bien plus que aux actions qu'il pourra mener, bien plus qu'aux résultats que ça va créer. Sinon, on n'aurait pas des pays dans cet état aujourd'hui. Un pays comme la France, qui est une ancienne des plus grandes puissances mondiales, devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire plus trop grand-chose et en grande voie de délabrement à tous les niveaux possibles. Donc ça prouve bien aussi en partie que les gens qui ont géré ça n'en ont absolument rien à foutre et qui sont là pour briller. Je voulais juste briller, je voulais juste briller. Qui sont là pour monter le plus possible dans la hiérarchie, quitte à complètement changer de point de vue, d'avis en fonction du vent. Enfin, c'est insupportable. Et quand on regarde effectivement le bilan, ne serait-ce que de ces 30 dernières années, on voit que bon, bah, la messe est dite. De plus, une grande partie de ces personnes qui sont censées représenter le peuple sont en plus des gens qui ont commis des délits, des gens qui ont été condamnés. On a affaire dans certains cas à de véritables escrocs professionnels, même au plus haut poste politique possible et de responsabilité en termes d'État. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve assez insupportable, auquel je ne crois absolument pas. Et pour finir là-dessus, bien évidemment, je n'ai jamais voté de ma vie parce que je ne crois pas du tout en ce système. Il n'y a qu'à voir les résultats qu'il génère. Et pour tous les gens qui me diront « il y a des gens qui ont perdu la vie pour avoir le droit de vote », mais ces gens qui sont morts pour le droit de vote se retourneraient dans leur tombe en voyant ce qu'on en fait. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas. La deuxième raison, c'est une raison sociale. Je m'explique. En France, il y a vraiment un grand écart entre ceux qui sont ponctionnés d'aide et qui sont dans des grandes difficultés, et donc l'État est la nounou. On s'occupe de tout, on paye pour tout, peu importe la raison au final, à partir du moment où tu vis au crochet de l'État et que tu le subis ou que tu sois un petit peu organisé pour, l'État te lâche plus et tu es, voilà. T'as la nounou de l'État qui te paye tes droits en fin de mois et puis tu peux continuer comme ça toute ta life. Donc ça n'encourage pas vraiment, on a un système qui n'encourage pas vraiment à devenir indépendant, à s'émanciper une fois qu'on tombe dans cette catégorie sociale. Et de l'autre, après on a les ultra riches, ultra optimisés, qui sont un peu plus hors sol, qui ont optimisé leur parcours, etc. Où ils sont un peu hors d'atteinte. Est-ce bien, est-ce pas bien? Est-ce vraiment le sujet? Je sais pas. En tout cas, les grands oubliés pour moi, c'est la majorité, finalement une grande part des Français qui sont issus de la classe moyenne. Je suis issu de la classe moyenne, mais ma mère est immigrée espagnole, elle est arrivée ici, on est à l'âge de 16 ans, je crois, ou 18 ans. Elle ne parlait pas français, et mes grands-parents, mon grand-père espagnol était mineur, ma grand-mère espagnole était mère au foyer, et c'était même pas de la classe moyenne, c'était des paysans en fait. Et mes grands-parents côté paternel, eux, étaient vraiment de la classe moyenne. Et donc du coup, en fait, moi j'ai vu mes parents lancer leur entreprise, se défoncer au travail, avec un restaurant par exemple, du matin jusqu'au soir, on les voyait pas. Moi personnellement, ce sont mes grands-parents qui m'ont éduqué, tellement je voyais pas mes parents à cause du travail. Et je les ai vus se défoncer, à la fois tout perdre aussi plusieurs fois, sans jamais être aidés. Parce que cette classe-là qui prend le plus de risques, entre guillemets, qui travaille le plus, qui est de bonne volonté, notamment en plus, côté entrepreneur, c'est là où tu es le moins finalement aidé. Il n'y a pas de chômage pour les entrepreneurs. Et en plus, l'image qu'on en a en France est assez catastrophique parce qu'un entrepreneur qui ose gagner de l'argent, forcément, c'est un enfoiré qui l'a volé sous le dos de quelqu'un. Voilà. Donc c'est une situation qui m'a trop frustré en fait, d'observer cette très forte inégalité de traitement, alors que finalement c'est peut-être eux qui en ont besoin le plus,
eh bien je me dis que c'est pas du tout en accord avec mes valeurs et c'est pas du tout comme ça en plus que j'ai envie de... Là où j'ai envie de mettre mon énergie, mon argent, parce qu'en étant entrepreneur en France, tu cotises, tu payes beaucoup d'impôts, etc. J'ai pas envie de nourrir un système qui va favoriser une certaine partie des gens qui sont sous assistance et qui n'ont pas envie d'en sortir. Ça, c'est une réalité. Oui, il y a des gens qui sont dans la merde et qui peuvent rien faire et qui sont sous tutelle parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils sont pas armés, ils n'ont pas le bagage intellectuel, psychologique et ils sont dans des vraies détresses, on peut rien faire. Ok, il faut les aider, mais il y a une grande partie aussi de gens qui s'organisent pour être là-dedans. Moi, j'ai entendu parler d'histoire d'une amie qui a travaillé à Pôle emploi pendant des années. C'est insupportable. Insupportable. Il y a des gens qui pensent venir choper leur salaire. Ils disent clairement, elle me racontait une histoire, cette amie me disait qu'elle avait cette personne qui venait tous les mois. Oui, bonjour, je viens prendre mon salaire. Mais de quel salaire tu parles exactement? Tu as travaillé, tu as fait quelque chose. Et ça, c'est vraiment significatif d'un état d'esprit derrière. Et elle me racontait des histoires mais absolument incroyables de personnes. Donc, ça non plus, en fait, j'avais plus envie de contribuer là-dessus. Ça me rendait fou de voir à la fois mes parents risquer la rue et des personnes comme ça qui sont de véritables parasites. En fait, une certaine partie de ces gens-là sont des parasites et c'est insupportable. Donc, je voulais plus contribuer là-dessus. Donc, il y a plein de gens, en fait, au final, même dans notre façon d'organiser, qui sont en fait payés rien foutre, hein, concrètement, qui n'ont pas envie de contribuer. Et moi, j'avais pas envie de contribuer à ça avec mes impôts. Donc le grand nettoyage n'est pas fait, ça fait pas partie de nos élites de nettoyer ce truc-là, alors que ça mériterait. Les abus sur les aides, les arnaques à la sécurité sociale qui dépassent des milliards, on préfère dire c'est les riches qui s'évadent, etc., etc. Regardez d'abord ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on permet ce système et rien n'est fait pour nettoyer tout ça. Donc ce sera sans moi. Et d'ailleurs, avant de dire en commentaire, oui, mais t'es un odieux capitaliste, ce que tu dis, c'est faux, etc., je te mettrai en source, parce que j'ai pas envie non plus de tomber dans le côté activiste, je suis pas activiste, je fais mes choix, donc j'assume, je fais, je suis pas là pour faire un parti ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas du tout, mais je te mets quand même, juste pour ta culture générale, une référence sur les arnaques et la sécurité sociale, tu vas voir, ça fait froid dans le dos. Troisième point pour aller un niveau encore au-dessus, avec une vidéo de référence, donc comme ça t'en sauras un peu plus sur ce à quoi je crois profondément. C'est un désaccord aussi profond au niveau sociétal. Quand je dis sociétal, ça englobe les médias, le traitement des médias, de la vie tout court, des valeurs, de la vie politique, etc. Tout ce brouhaha médiatique, ce que sont les journalistes aujourd'hui, ce qu'ils représentent, ce qu'ils disent, les valeurs qu'ils défendent, en grande partie, hein, je parle de tout ce qui est mainstream et la ligne un peu officielle, les valeurs, la priorité des débats de société où on oppose des communautés avec d'autres communautés et on ne peut plus rien dire sans que ça offense une autre communauté, enfin, c'est devenu absolument insupportable. Un pays où en fait tu marches littéralement sur des œufs parce qu'on a des inversions de valeurs totales, on va aller chercher des choses qu'on fait, oui mais tes arrière-grands-parents et les générations anciennes ont fait du mal à telle ethnie, donc c'est à dire que toi tu dois le repayer, etc. On va déboulonner des statuts, des trucs, enfin un truc absolument inconcevable en fait, c'est-à-dire que on ne fait que répéter des cycles d'opposition en fait, ça nourrit rien, ça oppose les gens. Et aujourd'hui, on est passé d'une société française qui était réputée, connue pour sa liberté d'expression, pour même sa capacité parfois aussi à être provoquant, à rire de tout, etc. Aujourd'hui, pas du tout, on est sur quelque chose qui est en fait, qui n'a rien à envier aux pires dictatures en termes d'expression, en fait, tout simplement. On voit des choses aujourd'hui qui sont absolument hallucinantes. Donc ça, je m'y reconnais vraiment, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Pour moi, la liberté est une valeur fondamentale. Elle est souillée tous les jours par des personnes qui même disent vouloir être pour plus d'égalité, de liberté, etc. Et qui en fait au final éteignent encore plus ces valeurs fondamentales. Donc voilà, je m'y reconnais absolument pas et du coup ça fait du bien de s'éloigner parce que c'est difficile de vivre dans un pays avec lequel à chaque fois que tu allumes une télé ou que tu as un discours ou une discussion avec quelqu'un, etc., tu es en profond désaccord, c'est horrible. J'avais commencé à le vivre quelques mois avant de partir et j'avais du mal à avoir des conversations
à prendre un café, d'avoir un dîner, un repas avec mes amis qui travaillent dans le milieu, voilà, un peu branchouille, des médias, etc. C'était déconcertant pour moi de leur parler, parce qu'en fait j'étais d'accord avec rien, en fait. C'était insupportable. Et donc au lieu d'être le rageux qui est d'accord avec rien, j'ai décidé de prendre mes distances et de vivre une vie qui est complètement décorrélée de tout ça, loin de tout ça, sur des valeurs beaucoup plus simples, beaucoup plus universelles, tranquilles. Et ça fait un bien fou, ça apaise l'esprit, on a l'impression enfin, de revivre sur quelque chose de humainement, socialement beaucoup plus apaisé, et pas dans la regaine, pas dans l'attaque, pas dans l'offense, dans le truc. Franchement, ça j'en pouvais plus, donc voilà une vraie raison aussi qui est importante pour moi de passer le cap de l'expatriation. La quatrième raison, eh bien, c'est le cadre de vie. J'habitais à Paris, j'y ai même habité pendant pratiquement 15 ans dans le premier arrondissement. C'est une ville qui est une mégalopole en fait, hein, quelque chose qui peut être inspirant, mais qui peut être aussi un cauchemar, qui est censé être la ville des Lumières, mais c'est aussi, selon moi, en tout cas l'expérience que j'en ai eue, c'est aussi la ville de l'insécurité, la ville de la saleté, la ville de l'agressivité. Pour te dire une petite anecdote, pour te montrer à quel point je trouve hallucinant le niveau d'agressivité local parisien, à quel point on en est arrivé à un niveau hallucinant, c'est que je buvais un verre il y a quelques années avec des amis, on s'assoit en terrasse, le serveur nous accueille, ni bonsoir ni rien. Il n'est pas content parce qu'en fait on s'est assis, il n'y avait pas assez de chaises, donc il fallait qu'il sorte des chaises, etc. Et je lui fais la remarque qui pourrait être un peu plus sympathique, parce que c'est pas une façon de recevoir des gens que de leur gueuler à moitié dessus en guise de bonjour. Sur ce, je commande un verre de vin, le serveur me l'apporte, à un détail près, il avait craché dedans. C'est pas une blague. Donc du coup, en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème avec cette ville et même avec ce pays, c'est que le niveau d'agressivité et de nuisance les uns envers les autres est extrêmement élevé. Et cette anecdote du crachat dans le verre de vin, pour moi, était juste la traduction de ce que je pensais déjà en fait. C'était la représentation dans la matière de ce qui est. Donc voilà, tout ça, ça va activer des choses, même à l'époque, comme on vivait dans le premier arrondissement, à chaque fois on avait un chien, quand je sortais le chien, il y avait toujours un mec bizarre, ou un clochard, ou un drogué qui essayait de rentrer chez moi en fait, qui essayait de laisser la porte ouverte à chaque fois que j'ouvrais pour sortir mon chien, des gens qui m'agressent, des choses comme ça, c'est insupportable en fait. Et le problème, c'est que comme tu sors ton chien 2-3 fois par jour, bah, tu multiplies les chances de toujours avoir des interactions avec des gens bizarres ou agressifs. Donc là aussi, pareil, insupportable, j'ai plus envie de vivre dans cette boucle. Et quand je vois le cadre de vie que j'ai aujourd'hui à l'île Maurice, d'autant plus que j'ai des enfants maintenant, à aucun moment je voulais leur faire vivre ce genre de truc. Donc Paris, c'est une ville qui a des aspects formidables, une ville qui peut être aussi magnifique, mais à vivre, en tout cas pour moi aujourd'hui, en 2021, elle est juste insupportable. Et peut-être que tu te dis, là on arrive à mi-parcours de la vidéo, oui mais Alex, t'es content de rien, etc. Non, en fait c'est que j'essaie d'être le plus cohérent possible. Je suis quelqu'un d'assez positif en fait, hein, dans la vie de tous les jours, toujours partant pour des projets, toujours partant pour faire des rencontres, pour voilà, faire des activités, faire des trucs. Ce que j'essaie, c'est simplement d'être cohérent et d'avoir une vraie analyse sur ce qui m'a amené à m'expatrier aujourd'hui. Et je suis vraiment beaucoup plus heureux, beaucoup plus équilibré dans le contexte que j'ai aujourd'hui. Voilà, je voulais simplement faire cette précision. Le cinquième point, eh bien, ce sont les impôts. Et oui, ça n'arrive pas en premier, tu vois, 5e place. Les impôts, bon, je vais pas te la faire longue, la France c'est l'un des pays avec les plus forts taux d'imposition du monde, avec en échange un système de santé qui dégringole d'année en année, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'accolent en disant oui mais tu verras le jour où tu seras malade, où il faudra que ta femme accouche, etc. Tu seras bien content d'être en France. Mais en fait non, pas du tout, on a déjà eu des gros problèmes. On a déjà eu des problèmes de santé, on a déjà eu des accouchements, etc. Ici ça s'est très bien passé. Bien sûr je touche du bois pour avoir de vrais énormes problèmes, dans ce cas-là il faudra aller ailleurs, pas forcément en France d'ailleurs. Mais voilà, en fait, on paye pour que ce soit un système de santé ou d'éducation qui est complètement à la ramasse et de plus en plus avec les années. Un système éducatif qui est complètement dépassé. Il suffit de faire quelques recherches pour comprendre qu'il y a un gros problème au niveau de l'éducation et que le niveau baisse d'année en année. On a des gens qui ont le bac qui ne savent tout simplement pas écrire
en français, qui ne savent pas faire une phrase sans faute, c'est quand même assez hallucinant. Une insécurité et des violences en explosion. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de règlement de compte à l'AK-47 comme ça, et des bandes qui s'entretuent, qui se plantent et qui se tirent à l'arme à feu. Aujourd'hui, on parle de bandes de jeunes qui ont 14 ans, 15 ans, qui s'entretuent à l'arme blanche, à l'AK-47, au revolver. Normal, tout va bien. Ça, c'était impensable il y a encore 15-20 ans. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Combien de fois on entend parler de ce genre de truc? Et ça va être pire. Ça va être pire avec le temps. Donc voilà, j'ai dérivé des impôts, mais quand tu payes des impôts, normalement, suffisamment, la responsabilité de l'État, c'est de te le rendre d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire d'assurer la sécurité de son peuple, d'assurer l'éducation de son peuple, etc. etc. Parce qu'on dit que l'école est gratuite ou le système de santé est gratuit, c'est totalement faux. Tu payes énormément d'impôts pour ça, et le service donné en échange, et on est loin du compte. J'ai des anecdotes de dingue aux urgences, et pourtant je suis pas un grand fan des hôpitaux, et j'essaye d'en être éloigné le plus possible, mais à chaque fois c'est du grand art, donc c'est un non ferme et définitif. La 6e raison, eh bien, je l'ai un peu spoilé dans un précédent point, mais c'était mon cercle social. En étant entrepreneur, et en plus web entrepreneur, tu as tendance à aller chercher dans ton cercle social des gens qui sont entrepreneurs aussi, qui sont aussi dans mon milieu dans le développement personnel, qui essayent de toujours viser plus haut, viser plus loin, de se développer, d'être curieux, etc. Et de l'autre côté, j'avais des potes, des amis, issus plus de mon ancienne école de communication, etc., ou des potes de Paris, qui partageaient pas forcément ces valeurs-là, et qui étaient vraiment dans leur parisianisme, assez fermé, assez insupportable. Et comme je le disais, quand tu as des personnes qui travaillent aussi dans les médias et qui ont des valeurs qui sont similaires à ça, bah, tu ne retrouves pas du tout la même chose que tu as ici avec des expats qui, généralement, les expatriés sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Il y a aussi des exemples, des contre-exemples, mais de manière générale, quand tu pars vivre à l'autre bout du monde ou ailleurs, loin de chez toi, il faut quand même que tu aies un minimum une ouverture d'esprit. Donc on a des gens qui sont aujourd'hui en grande partie indépendants, ouverts, sympas, souriants, positifs, avec un certain lâcher-prise sur la vie, ce qui est radicalement opposé au parisianisme auto-centré. Donc du coup, ça aussi, c'est un vrai bain de soleil en fait, que d'être avec des personnes qui sont vraiment tellement relax, qui se prennent pas au sérieux, qui sont cool, qui apportent beaucoup, qui partagent beaucoup. Ça, c'est très appréciable. Donc voilà, le cercle social pour moi, ça a été aussi un shift assez important. J'en avais juste marre et j'avais envie d'autres choses, d'autres valeurs. La 7e raison, eh bien, c'est pour une raison de vie de famille et de qualité de vie. Tu le sais, je suis père de famille, 2 enfants. Eh bien, je t'invite à comparer la qualité de vie que tu peux avoir avec des enfants dans un 50 mètres carrés à Paris, par exemple, là où j'étais, dans le coin le plus poli de la France, rue de Rivoli, avec l'espèce de tunnel là où il y a un max de CO2, et vivre dans une villa ici avec un grand jardin, une piscine, la végétation, le soleil, 450 mètres carrés, 25-30 degrés toute l'année, la mer, la nature, les activités. Bah, tu l'auras deviné, la qualité de vie est bien supérieure ici. Et en plus, je veux voir mes enfants grandir dans un paradis idyllique où il fait bon vivre. Et franchement, ça aussi, ça fait toute la différence. D'ailleurs, on l'a bien vu avec le confinement en France de l'année dernière. Il y a eu un maximum de Parisiens qui ont commencé à investir des maisons avec jardin en banlieue parisienne. C'est pas un hasard, c'est que c'est insupportable. Et là, aujourd'hui, tu vois, on est en confinement encore à l'île Maurice. On a eu un deuxième après le premier. Et bah, écoute, la qualité que j'ai ici en confinement, elle est magique hein, par rapport à l'appartement de 50 mètres carrés que j'avais à Paris. Et encore 50 mètres carrés pour certains, c'est beaucoup à Paris, imagine. Du coup, là, on est bien, quoi. On profite, on prend le temps, on travaille, on est focus, mais la qualité, elle n'a absolument rien à voir. La 8e et avant-dernière raison, c'est pour l'expérience de vie que ça représente de s'expatrier et de vivre à l'étranger. Tu vois, lire des livres de développement personnel, faire des formations, se faire coacher, etc., c'est vraiment top. Mais vivre une expérience d'expatriation, ça fait vraiment grandir. Alors bien sûr, ça va te pousser au-delà de tes limites, parfois tu vas douter, parfois tu vas dire « et si on n'a pas fait une connerie ?» Mais en fait, c'est ça qui permet d'étendre ta zone de confort. Et je ne sais pas combien de temps je vais rester à l'île Maurice, j'espère le plus longtemps. On ne sait jamais, il peut se passer des choses où le pays met en place de nouvelles lois, de nouvelles règles qui vont complètement à l'encontre de mes valeurs ou de mon entreprise par exemple, ou qu'il y a des règles qui sont instaurées suite au Covid, qui n'en finit plus, etc., qui me font douter de notre présence ici. Mais pour l'instant, j'espère rester le plus longtemps possible. Bah, ça fait grandir, c'est agréable,
tu deviens une autre personne aussi. Et je pense que c'est intéressant de ne pas stagner toujours au même endroit et de faire toute sa vie au même endroit. Je pense que c'est intéressant, ne serait-ce que pour un petit bout de sa vie, une partie de sa vie, de vivre ce genre d'expérience. Et en ça, je comprends aussi pas mal ceux qui sont digital nomades, parce que c'est vrai que surtout quand tu es jeune, c'est extrêmement riche de parcourir le monde, de kiffer, de gagner de l'argent grâce à Internet, c'est top. Voilà, donc là, c'est moins... Je suis moins dans le délire de changer tout le temps de destination, j'aime bien être établi quelque part, mais disons que vivre au moins une fois cette expérience apporte beaucoup. Et enfin, la 9e et dernière raison de pourquoi j'ai quitté la France, eh bien pour mieux vivre en fait l'instant présent. Quand je revois ma famille, comme je les vois rarement maintenant, eh bien j'en profite à 100%. Tu vois, on n'est plus là pour les petites engueulades à la con, pour pas profiter du moment. Quand je suis avec eux, je profite. Là, ils sont venus quelques mois, 2 mois et demi pour les vacances de Noël et c'était un vrai plaisir d'avoir mes parents au quotidien. J'étais très triste quand ils sont repartis. C'est le prix à payer, bien sûr, ce côté-là. Mais du coup, j'en profite vraiment beaucoup plus que quand j'étais à Paris. Et quand je revois la France, bah, je profite des bons côtés. Tu vois, ça, je prends moins de temps à me dire putain, ça c'est merdique ou ça me plaît pas, etc. La France est quand même un très beau pays. Malgré la critique que j'en fais, ça reste quand même un très beau pays dans lequel, certes, je n'ai plus envie de vivre, mais il y a beaucoup d'avantages et il y a des bons côtés, donc on peut aussi en profiter quand on vient en vacances, donc en tant que touriste en fait finalement. Et voilà, quand je fais des événements en France, à Paris, là ça fait un petit moment maintenant et je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir à Paris, parce que maintenant ça fait plus d'1 an qu'on est à l'île Maurice et que les frontières sont plus ou moins fermées, qu'il y a plus ou moins des confinements, donc peut-être que ce sera encore dans 1 an ou dans 2 ans. Inch'Allah, on verra. Mais disons que quand je fais des événements, bah, je les vis à 100% et je vis vraiment le moment présent à 100% parce que je sais que le temps passe vite, que les gens disparaissent et que je disparaîtrai aussi un jour et que tout ça, que c'est précieux. Et je vais terminer cette vidéo maintenant avant que le jardinier du voisin défonce toute la bande sonore. Dis-moi ce que tu en as pensé en me laissant un petit commentaire. Pour aller plus loin, il y a mon groupe privé, les mentors business, dans lequel on donne des conseils tous les jours pour aider à scaler ton business et atteindre les 6 et 7 chiffres. C'est gratuit. Et si tu n'as pas encore lancé ton business, tu peux accéder à un masterclass qui est en fiche ou en lien pour lancer ton business en partant de zéro ou prendre un entretien personnalisé offert avec mon équipe. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que je peux exprimer au même endroit tout ce que je voulais dire depuis longtemps et comme il y a en plus plein de gens qui me posaient des questions, allez là, donc profites-en et dis-moi ce que tu en penses. Merci, laisse-moi un commentaire. Ciao.